Reportage. Coucou, cette histoire s'écoute comme un feuilleton. Alors si t'arrives ici, je te recommande de la reprendre au début. Bisous. Non mais vous m'avez laissé en dehors de ça. Et là, pour faire passer mon mal et ma douleur, j'écrivais. J'écrivais. Je les ai encore, ces choses. Tu les as encore? Moi, je pense. Puis je me suis dit, c'est tellement grave, c'est tellement triste que je me réjouis de les relire quand j'irai mieux. Ouais. Puis quand j'ai relu ça, j'ai dit, mais quelle horreur. Ouais. C'est de conneries. Alors moi, j'ai fait c'est ça tridimensionnel, ça. Je veux dire, c'est Kierkegaard. J'ai écrit un demi-livre. Un roman de Kierkegaard. Non, ça, je vais foutre loin. Sur l'ordinateur. Ça, je vais foutre loin avant de mourir, alors. Et là, ce que tu as écrit? Non, je me suis fait un petit journal de bord. Moi, j'en ai deux. Mais j'ai fait exactement la même chose. J'ai écrit un livre, puis je me suis dit... C'est d'une bêtise. Il n'y a qu'à moi qui peut arriver un truc comme ça. Oui, alors oui. j'avais envie d'écrire. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ouais. Mais 10 ans après, j'ai relu et j'ai dit, mais c'est cucu-concon. C'est cucu-concon, complètement. Bah, si vous voulez que je vous raconte, moi j'ai commencé quand je suis tombée malade en 93. J'ai commencé et j'ai fait le journal de ma maladie. Et il y a des moments où j'arrive à peine à me relire parce que j'étais tellement mal, j'écrivais comme des pattes de mouche. Mais j'ai encore ça, j'ai là. Les femmes qui lisent, une ville, presque un siècle et 4 copines. Un podcast documentaire de Laure Gabu. Puis après, j'ai continué, j'ai dédié mon journal à ma petite fille. Quand Claire est née en 97, où c'était une nouvelle crise, de nouvelle crise, mais plus psychologique, c'était plus vraiment physique, eh bien, il y avait cette naissance dans un climat assez dramatique. Eh bien, alors j'ai fait un journal pendant 3 ans à peu près. J'ai rempli le cahier. Puis après, une fois que c'était fini, j'ai arrêté. Et puis je le lui ai donné à ses 20 ans. Mais tu l'as relu avant de lui donner? Je parlais beaucoup de sa maman, et puis des relations avec son papa, et puis moi, les relations un peu avec Philippe, etc. Puis, pendant longtemps, elle ne l'a pas lu. Et puis, l'hiver dernier, elle m'a dit, j'ai un petit cadeau pour toi, grand-maman. Alors, je le mets sous ton oreiller, parce que c'était Noël, et puis je veux pas... Alors, elle m'avait écrit un petit journal en réponse. C'est super. C'était en me remerciant, et puis en me disant, ben voilà, moi, j'aimerais t'écrire. Ce sera plus court, et puis c'était à ma manière, et puis c'était joli. Ouais, alors moi, j'espère ne pas léguer ces choses. J'aimerais les avoir assimilées. J'aimerais les avoir assimilées, surmontées et jetées. Oui, bah alors voilà, moi je sais pas. Le reste, c'est quelque part. Moi, je regrette d'avoir jeté ce que j'avais écrit. Moi, j'ai pas encore jeté. J'aimerais pas que quelqu'un y mette le nez. Oui, pour le relire. Moi, je vais le relire une fois, ce truc. Ouais, moi, je l'ai plus, je l'ai delete. Que la douleur et le malheur sont beaucoup plus inspirants que le bonheur. Moi, j'ai écrit, j'ai 2 gros bouquins comme ça, de journaux. Et puis, j'écris plus en ce moment. Et j'ai dit, il faut quand même que j'écrive une page sur Gilbert. J'ai dit, mais le bonheur n'a pas d'histoire. Tu vois? Là, tu viens dans le banal, mais c'est vrai. C'était inutile de souligner que c'était banal. Les gens heureux n'ont pas d'histoire. Voilà, mais c'est la vérité. C'est un proverbe. Puis Annie Ernaux, elle raconte rarement le bonheur. C'est vrai. Sans, disons, cultiver vraiment le mais malheur. dans les livres, c'est rarement le bonheur qui est écrit. Ouais, non, c'est vrai. Ils baisent quand ils sont heureux. Mais à tour de bras, dans les livres que je lis maintenant, je ne comprends même pas à quel rythme ils arrivent à le faire. C'est vrai. Mais qu'est-ce que tu lis pour des livres alors? Mais Karine Tuile, c'est incroyable. Oui, mais il y a beaucoup de choses aussi au dehors de ça chez Karine bien Tuile. sûr, mais je veux dire que quand ça va bien, ils baisent. Ah bon? Oui, mais je pense que c'est peut-être des éléments qu'il faut ajouter pour la vente, tu vois, pour pimenter un peu, peut-être. Ou alors je trouve qu'il n'y a plus aucune inhibition. Ah non, alors il n'y en a vraiment pas là. On pourra finir par un feu de joie de tous les textes. Ah ouais. Mais moi, je me dis toujours, peut-être qu'un jour, j'en aurai besoin pour me rappeler d'un truc. De Les quoi? garde aussi, les cahiers. Ah, moi je les garde. Ils sont sur ma table de nuit. Oh là. Et puis je me dis, oh là là, mes enfants, ils vont trouver ça. Puis ils me connaissent tellement. Je leur ai en fait jamais rien caché, sans les tenir au courant de mon intimité. Je pense qu'ils auront des bons moments à lire ça. Ça me gêne pas du tout. Parce qu'en fait, j'ai jamais eu de vrai mystère, tu vois. Quand j'étais triste. Quand ils voyaient qu'il y avait beaucoup de monde autour de moi, ils étaient contents, puis voilà.
Donc, il n'y a pas une découverte essentielle. J'ai jamais eu un vrai secret, tu vois. Et aussi très protestante. J'ai été une fois amoureuse avant d'être mariée. Et quand j'ai décidé de me marier, ben, j'ai brûlé ma première relation. Ça, je l'ai jeté parce que j'ai dit maintenant, il faut que je tourne la page. Est-ce que ça a marché? Je regrette maintenant. Ouais. Non, je regrette, oui. Oui, je regrette. Ah, bah, c'est bien. Parce que c'était tout à fait autre chose, sur un autre plan. Mais je suis très contente de c'est- l'avoir vécu. C'était ta vie. Et puis c'était ma vie. Je vois pas et pourquoi c'était- tu coupes une tranche de ta vie. Voilà, tu vois. j'ai coupé parce que par honnêteté vis-à-vis Oui. d'un mari, qui je me dis maintenant, ça ne valait pas vraiment pas la peine parce que lui, il ne s'est pas privé d'avoir d'autres vies en dehors. C'est pour ça, tu vois, je me suis rendu compte, ben voilà, j'ai voulu faire une tranche, puis après on passe à autre chose et on évacue ce qu'on a vécu avant pour vraiment vivre à fond ce que je vais vivre maintenant. Mais maintenant, je regrette. Ouais. C'est le résultat de On te fait l'éducation. croire que tu dois avoir qu'une seule vie, toute simple. On te fait Enfin, croire. toute simple ou Ouais, pas ouais. simple, peu importe, mais Linéaire un peu. mais une vie entre guillemets idéale, alors que de vie, on en a une et c'est la nôtre. Et on en a vécu chacun des moments. Voilà, exactement. Et ces puis- moments-là nous ont fait et nous font ce qu'on est aujourd'hui. Moi, j'avais une belle Et sans ces citation. moments-là, on ne serait pas ce qu'on est là. Voilà, exactement. Maintenant, je suis trop donc contente ils sont d'avoir vécu tout valables, ça. ils sont importants, ils sont valables. J'étais très contente aussi d'avoir Muriel, vécu sur le ça. petit billet qu'on avait, moi, c'était une citation de Lou Oui, elle Andrea était Salomé. excellente, toi. C'était cette histoire qu'on vole la vie qu'on veut. Il faut la voler, la vie qu'on Oui. veut. Il faut la gagner. Il faut la Tu gagner, vois. il faut la C'était faire. ça. Ah oui, Mais il faut c'était la beaucoup faire, mieux la- dit. Ah. Beaucoup mieux Je dit. l'ai dans mon sac. Deux, elle me Oui, l'a oui. prêté. Le monde ne te fera pas de cadeau. Si tu veux avoir une vie, vis-la. Voilà, c'est ça. Vole-la. Vole-la. Voilà, c'est Voilà, excellent, C'est ça. ça que j'avais. Mais ça, Ça c'est tombait bien. Ça, c'est pour l'or. Lou Andrea Salomé. Salomé, c'est ce que j'ai dit. Si tu veux avoir une vie, vole-la. Arlette a raison, c'est bien une phrase pour moi. Je ne connaissais pas Lou Andrea Salomé et je découvre sa page Wikipédia et son regard noir et profond avec fascination. Elle est née à Saint-Pétersbourg en 1861 et décédée en Allemagne en 1937, en pleine montée du nazisme. Elle était psychanalyste, philosophe et écrivaine, mais apparemment le souvenir de ses illustres amours a étouffé celui de ses récits. Dans sa vingtaine, elle a été l'amante de Friedrich Nietzsche. Ils ont eu une relation triangulaire, une trinité intellectuelle, avec un philosophe allemand scellé par un cliché qui a fait scandale en 1882. On y voit les deux hommes attelés à une charrette et Lou qui tient les rênes et un fouet. Lou concevait l'amour sexuel comme une passion physique qui s'épuise une fois le désir assouvi, alors que pour elle, l'amour intellectuel est fondé sur une absolue fidélité et capable de résister au temps. Elle l'a démontré dans sa relation avec le jeune poète Rainer Maria Rilke, de 14 ans son cadet, et dont elle fut l'amante puis l'amie jusqu'à la fin de sa vie. Si tu veux avoir une vie, vole-la. C'est bien une phrase pour toutes les personnes en quête de soi, de liberté et d'affranchissement des normes qui les empêchent de prendre leur envol. C'est bien une phrase pour les personnes queer aussi, et elle tombe bien à cet endroit du récit, car là je suis dans la voiture avec Muriel, on a rendu visite à son ancien mari en clinique, et je suis en train de lui expliquer comment j'essaie de rattacher leur petite histoire à la grande histoire et à l'évolution des droits sociaux en Suisse, et combien je suis fascinée par l'évolution de certains droits au cours de leur vie, et notamment ceux des personnes homosexuelles. Oui, les stéréotypes de genre ont beaucoup évolué. Exact. Beaucoup évolué. Oui. Mais sans être totalement résolu. Non. Mais tu vois, on pourrait pas faire ce projet où tu pourrais pas mentionner l'homosexualité de Philippe comme ça si on n'avait pas parcouru tout ce chemin. Mhm. Tu vois, si on était 50 ans en arrière, tu dirais, Je ne savais même pas ce que c'était. c'est vrai. Tu sais même pas. On n'en parlait pas en fait. Bon, probablement que nos parents en parlaient à mots couverts, et puis Non, mais t'as raison, on n'en parlait et on avait des pulsions qu'on ne comprenait pas, mais on ne nous expliquait rien du tout. Et puis. Ouais. Ouais. Mais maintenant, mais je sais que par exemple, pendant très longtemps, on se moquait, il y avait la lessive homo. La lessive homo. Alors, je sais pas, ma sœur, elle parlait tout le temps de la lessive homo, puis moi, je comprenais pas pourquoi elle parlait tout le temps de la lessive homo au propos de certains garçons, quelque chose comme ça.
Je n'ai rien compris. Elle, probablement qu'elle était déjà plus futée. Mais tu vois, c'était des trucs comme ça, très, très à mon couvert. Mais c'est ça que je comprends en faisant ce projet, je trouve ça super en fait. Enfin, puis du coup, ça me fait beaucoup me questionner sur quelles sont les choses dont on parle aujourd'hui à mots couverts. Et puis qui dans 40 ans seront... Oui, oui. Tu vois? Ou peut-être on sera revenu dans un puritanisme terrible. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Moi, je me demande. Tu vois, parce que je me demande si... parce que c'est pas le monde entier qui est comme on est maintenant. Et je ne sais pas comment ça va évoluer. J'ai l'impression que c'est des balanciers. Ouais, c'est des balanciers. Et par exemple, pour nous, 68 était une grande libération. Ça a été un moment très intéressant et très stimulant. Et très, on se posait des questions. Mais après, pour toute une génération de personnes assez traditionnelles, tout est la faute de 68. Si tout s'est déglingué en Europe, c'est à cause de 68. Il y avait des personnes qui étaient vraiment, naturellement, depuis qu'il y a 68, on n'a plus de morale, on n'a plus rien, on n'a plus de repères, il faut que tout se fasse. Et que beaucoup critiquaient 68. Alors pour moi, c'était un grand progrès. Pour moi, ça a été une ouverture. Et puis quand tu vois encore le rôle de la femme en 68, il était encore très, très traditionnel. Mais tu vois, quand il y a eu la Révolution française, on doit retrouver ces textes où les femmes pensaient que grâce à la Révolution française, elles pourraient prendre un nouveau rôle, tu vois. Ouais. Et non. Et après, c'est des vexations ultimes. Et j'ai l'impression que mai 68, c'est un peu la même chose. Ouais. Et l'après-guerre aussi, quand les hommes sont revenus, que les femmes avaient tout fait pendant la guerre et ils reviennent et en fait, on les renvoie aux fourneaux et aux enfants. Oui, oui. En fait, quand tu étudies l'histoire sociale, ce que j'ai fait, et en fait, il y a beaucoup de balanciers. Beaucoup de balanciers. Oui. Mais toujours dans une forme d'avancée quand même. Oui. Enfin, ça revient jamais complètement au Moyen-Âge. Mais... Là, je suis positive quand je vois ce qui se passe en Iran. Tu vois, en Iran, ils ont des grandes avancées pour les femmes dans les années 70, puis après, c'est revenu en arrière. Puis là, c'est en train, j'ai l'impression de... Oui, et dans les années 70, c'était ce qui était c'était aussi très critique parce que le Shah, il était vendu à l'Occident complètement. Ouais, c'est comme ça qu'il le présentait. Ouais. Il était, c'est juste. Non, mais oui. C'était juste. Il était complètement occidentalisé et puis vendu, puis le pétrole aux Américains et puis un certain modèle de société. Alors que maintenant, les sociétés doivent trouver leur modèle. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'il était vendu lui avec son pétrole à l'Occident que c'était pas ok quand même de bien traiter les femmes. Ah oui, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais ça allait avec. C'est comme s'ils ont fait un paquet dans lequel c'était le projet occidental. Exact. Mais c'est ça qui va pas. Non, c'est ça qui est dommage. C'est que voilà. Ça pourrait être un projet oriental que d'avoir des femmes heureuses. Je sais pas. On verra. Est-ce que la femme est plus heureuse parce qu'elle est plus libre? C'est toi qui dois répondre. Je sais pas. Moi, je pense que il faut lui apprendre la liberté aussi. On doit tous apprendre la liberté, hommes et femmes. Oui. C'est très bien. Être une femme libérée, tu sais, c'est pas facile. Il y a cette chanson. Oui, bien sûr. Être une femme libérée. Elle me faisait peur quand j'étais enfant, cette chanson. Ouais. Mais elle avait toujours un macho au fond de son lit qui s'endormait. Je n'ai jamais compris encore maintenant. Parce qu'être libérée, ça voulait dire qu'on avait forcément un macho quelque part pour la contrôler. Ça va pas du tout. Pour la contrôler, puis pour la rassurer, puis pour la... Elle est libérée, puis au fond de son lit, un macho s'endort. C'est-à-dire qu'elle devait choisir par elle-même, alors qu'avant, il y avait à dire, si tu n'es pas libérée, c'est pas de ma faute, c'est parce que je dois être comme ça. Enfin, je veux dire... De pas choisir, c'est toujours plus... Ça semble plus simple, parce que choisir, c'est douloureux, mais... Puis pour choisir, tu dois avoir des repères quand même. Et voilà. C'est ça aussi qui me fait du souci, c'est que quelquefois les repères,
ou bien ils ont évolué dans un sens que je ne comprends pas, ou bien ils manquent. Je sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il faudrait? Je sais pas. Moi, je sais pas si je suis libérée, mais tu vois, je me dis... Je sais que j'ai un style de vie qui fait très peur à beaucoup de gens. Mais leur style de vie me fait très peur aussi. Hein. Ben oui, oui. Et je trouve qu'effectivement, c'est pas toujours facile, mais... T'as l'impression d'avoir ton destin en main, toi-même? Ouais. Ah oui. Ah oui. Pardon. Ah oui, bah complètement, oui. Oui. Non. Je ris car je sais que c'est une illusion et que j'essaie simplement de me convaincre. Je tiens mon présent entre mes mains, pas l'avenir ni le passé d'ailleurs. Je m'entends expliquer à Muriel que je me sens libre ou du moins indépendante parce que j'ai refusé tous les choix de ce que j'aime appeler en riant la Sainte Trinité. La maternité, le mariage, le salariat. Je lui raconte que lors d'un récent voyage en Italie, je suis rentrée dans une chapelle et j'ai regardé une Vierge à l'enfant. Et là, j'ai réalisé que, à choix, j'aurais préféré être Jésus, prophète, faire de grands dîners et voyager. Elle me raconte alors un rêve dont le récit avait horripilé ses beaux-parents. J'avais fait un rêve que j'étais parmi les bergers. Puis alors j'avais suivi les bergers parce que j'étais une fille. J'avais pas le droit d'être berger, mais il manquait de femmes, il manquait de gardiens, de troupeaux. Alors j'étais bergère avec les autres. Mais enfin, je ne faisais pas partie du groupe de bergers. Enfin, je les avais suivis quand ils étaient partis pour voir. Je voulais voir ce qu'ils avaient été voir. Alors j'ai été voir, puis j'ai vu cette étable, et puis ce bœuf et l'âne, et puis le bébé, et puis tout ça. Et puis voilà. Et puis tout le monde s'extasiait, puis je disais, ah bon, voilà. Et puis ensuite, il y avait... tout le monde partait. Et puis Marie, c'était le moment où il fallait qu'elle change les langes de son bébé. Alors elle le déshabille. Alors moi je reste. Et puis qu'est-ce que je vois? Oh! Mais c'est une fille! Tu m'as déjà raconté. Oui, je t'avais déjà raconté, je crois. Oui, ouais. Alors, mais ça me concerne alors. Ah bon, ben alors ça, alors. Allez, allons-y. Allons-y, moi, ça j'achète. D'accord. Du coup, je me suis sentie concernée. Jésus était une fille. Oui. Mais ta carte de vœux de cette année, elle est magnifique que tu m'as envoyée. Oui. Je l'ai mise dans mon salon. Les reines mages, oui, j'aime beaucoup. C'est toi qui as dessiné? Non, c'est ta fille? Oui, notre fille aînée, oui. Ah. Elle l'avait dessiné il y a longtemps. J'ai retrouvé ça dans mes affaires. Et puis alors après, j'avais pas d'idée pour le vœu. Ah, et puis le thème des reines mages, j'aime bien. J'aimais bien. Mais j'ai beaucoup aimé ça, m'a fait beaucoup de bien. C'est vrai? Ouais, je suis rentrée de vacances et tu m'as écrit un super message en plus, plein d'espoir. Ah bon? Vas-y. Ah bon? Lance-toi, je sais pas quoi, oui. Je me souviens plus. Je te la ok, c'est bon, parce que je suis rentrée de vacances, j'étais un peu... T'avais été où en vacances? Ce projet. J'ai fait un détour. J'étais à la montagne avec ma famille, à la montagne chez des amis. Après, je me suis dit, bon, je suis en Valais, j'ai qu'à aller voir mon ami à Milan. C'est pas si loin. Donc j'ai continué vers Milan. En train? Oui, j'ai laissé la voiture, j'ai pris le train. Et là, je me suis dit, bon, j'ai envie d'aller voir la mer. Ah! J'ai pas vu la mer en 2022, ça va pas. Je vais à la mer. Voilà. Il y a une super odeur. Non? Oui, je sais pas. Je fais souvent des feux de cheminée. Ah, c'est ça. Peut-être. Ah oui, c'est clairement le feu de cheminée. Tu crois? Oui. Ah ouais. Je vais poser ça là. Comment tu veux faire? Je laisse mes chaussures? Oui. J'ai appris. Ok. Voilà. Parfait. Bon. Bah, dis-moi si je peux t'aider. Ouais. Ça, c'était un petit peu ma galerie de portraits. Je t'avais raconté peut-être. Voilà. Ça, c'est moi. Mais fait par un peintre qui s'appelait Benoît Di Stetto, qui était assez connu. Au fusain? Pardon? Au fusain?
Oui, enfin, oui, je crois que c'est du Fusain, oui. En 1948, oui, j'avais 6 ans. Et puis ça, c'est moi, avec bébé. Ça, c'est maman qui l'a fait, oui. Oui, et puis là, c'est des photos de toi. Ça, c'était des photos que je mets, c'était des photos de souvenirs, des marrons. Ouais. Un peu à travers le monde, comme ça. C'est ça, les femmes de ton... Ça, c'était les... Comment ça s'appelle, ton organisation? J'oublie tout le temps. Le World YWCA, Young Women Christian Association. Non, mais ça, c'était auprès de UN Women à New York. Et la femme au milieu qui est à côté de moi, c'est Pumzi Lemblambo, c'était la secrétaire générale de UN Women. Elle avait été une stagiaire, elle avait été en charge de la jeunesse au World YWCA. Alors on avait été lui rendre visite et puis on est autour d'elle, quoi. On nous avait reçus dans ses bureaux, notre star. Ouais. Ça, c'était dans les fameux voyages des amis du musée de la Réforme. On a fait des très beaux voyages. En Roumanie, c'était. Et puis ça, c'était mon ami avec mon amie Marilyn, qui est une amie des Unions chrétiennes. Du reste, elle est là en dessous aussi. Et puis, j'étais chez elle, puis elle a une fille qui habite à Niagara. On avait été au Niagara Falls. Trop bien. Ouais, c'est des trucs que je mets là. Puis ça, c'est moi à mon bureau. la femme avec ses dossiers. Ça te va assez bien, ce rôle, non? Oui, j'aimais bien. J'ai eu beaucoup de chance de pouvoir l'avoir. Ça m'a sauvée. Oui, ça m'a sauvée. J'ai eu beaucoup de chance dans la vie parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont arrivées. Je n'ai pas beaucoup cherché et ça me tombait dessus. Ouais. Alors j'ai toujours accepté, j'ai dit oui. Je profite d'être de retour chez Muriel pour passer en revue ses souvenirs et remettre de l'ordre dans mon récit et notamment revenir sur les racines de l'amitié qu'elle a avec les 3 autres copines. Jacqueline et Arlette, elle les a connues à travers Françoise. Françoise, elle connaissait d'abord son père qui était un grand navigateur et faisait des régates comme elle. Elles ont ensuite fait l'école de secrétariat et du journalisme ensemble. Et puis elles sont restées amies. Elle a bien connu son mari, ils ont fait des vacances au ski. Et puis ils ont tous habité à Zurich. C'était pendant les événements de 1968, Muriel n'était pas encore mariée et elle y a travaillé comme collaboratrice scientifique. J'ai travaillé 2 ans et demi à Zurich. Pourquoi déjà? J'étais wissenschaftliche Mitarbeiterin des Schulratpräsident, du président du Conseil des écoles polytechniques fédérales. Ah, j'allais te demander de quelle école, ouais. Parce que c'était le premier président des conseils, parce que la Confédération venait d'acheter Lausanne. Ça s'appelait l'EPUL avant les PFL. Donc c'était au moment où ils rassemblaient les 2 écoles polytechniques alors, de Suisse. La Confédération avait acheté cette école cantonale, elle l'a rachetée pour en faire une école fédérale. Et c'est devenu l'école polytechnique fédérale de Lausanne. Et alors, ce qui fait que le président, s'il n'était pas le président du conseil de l'école polytechnique fédérale de Zurich, mais des écoles polytechniques fédérales de Lausanne et Zurich. Et puis, il m'a engagé, ce monsieur, c'était un diplomate, ce monsieur, Jacob Burkhardt. Eh bien, une de mes amies le connaissait bien, et puis bernoise, et puis elle m'a dit, ah, tu sais, Jacob, il cherche quelqu'un de Welschland. De Welschland. La Suisse, une Belge, oui, une Belge. Mm-hmm. Alors, et puis alors voilà, il m'a fait une interview, je me souviens, et puis il m'a engagé. Et puis pourquoi tu parlais allemand? Je ne parlais pas allemand. Ah, yeah. Ça n'intéressait pas du tout. C'était un Bâlois qui parlait mieux le français que moi. Et quand je suis allée, après il m'a engagée, j'étais en somme chargée des relations avec la Suisse romande, avec la nouvelle école. Ah. Alors oui, c'était incroyable comme ça. Moi, j'y comprenais rien du tout. Puis surtout, il voulait une jeune, parce que c'était juste 68, 69. Mm-hmm. Donc il y avait plein dans les révolutions et tout ça. Alors il m'envoyait toujours partout pour aller assister aux meetings, pour voir ce qui se passait parmi les étudiants. T'allais espionner la révolution? Oui, tout à fait. C'était marrant.
C'était drôle. Tu faisais des rapports clandestins. Après, il me disait, oui, qu'est-ce que vous avez trouvé? Alors, c'était très agité, c'était très excité. Tu prenais des photos? Non, je prenais pas des photos, j'étais très naïve, mais ouais, mais je pense que ça t'a formé un peu tes idées aussi, il non? m'appréciait, oui. Bon, puis moi, j'étais en train de finir ma sociologie. En fait, j'avais pas encore fait tout à fait mes travaux de diplôme, et j'en avais encore un à faire, et il se trouvait que je le faisais avec Jean-François Bergier, qui était professeur d'histoire économique à Genève. C'est pour ça que tu me regardes, je devrais le connaître. Ouais. Rapport Bergier, tout ça, c'est lui. Donc c'était quoi sur la... Sur la Suisse, elle est juive pendant la guerre. Des juifs aussi? Oui, tous les rapports, la neutralité suisse pendant la guerre et ses rapports avec les... Tu te rappelles, le rapport Berger, ça fait un bruit épouvantable. Oui, je me rappelle, mais je pense quand même que j'étais petite et je pense quand même que je me souviens pas qu'on disait le rapport Berger. Enfin, c'était ce monsieur-là, j'ai fait mon diplôme, mon travail de mémoire avec lui sur le statut du corps intermédiaire à Zurich, à l'EPFZ. C'était intéressant. Parce que moi, je m'intéressais... Mais du coup, lui, ça l'intéressait aussi. Ouais, il a suivi ce que je faisais. Quoi. Ok, non. Voilà. Mais enfin, j'étais là, à Zurich, j'étais vraiment dans le centre de tout ce qui se passait dans l'éducation supérieure au niveau fédéral. C'était passionnant, sauf que moi, je ne me rendais pas du tout compte des enjeux. Mais tu ne te rendais pas compte non plus de ta place, non? Mais mon patron, il m'envoyait partout, il était incroyable. Il m'envoyait ma petite jeune fille qui connaissait rien du tout aller demander au patron de l'Institut de la physique des plasmas à Lausanne pourquoi est-ce qu'il voulait absolument avoir un institut annexe. Puis le type disait, mais qu'est-ce que c'est que cette fille qui vient me poser toutes ces questions? Ils étaient furieux, mais le patron qui était un diplomate, il voulait pas se mouiller, alors il envoyait quelqu'un. Puis moi, il me mettait pas. Tout ça pour dire que j'étais à Zurich. Et Françoise aussi. Puis après, on reviendra sur pourquoi tu as quitté Zurich. Et puis alors, Zurich, elle faisait quoi? Elle était femme elle était femme au foyer et elle espérait beaucoup avoir un enfant. C'est ça, son gros problème, c'est qu'elle avait tellement envie d'avoir un enfant, elle ne pouvait pas en avoir. Mais moi, j'étais célibataire, je ne pensais pas aux enfants. Mais enfin, j'étais pas simplement chez eux, ils habitaient à Kilchberg, et puis après, je ne sais plus où. Et alors, on s'est passablement vus à Zurich. Voilà. J'ai beaucoup réfléchi parce qu'en fait, on m'a beaucoup demandé de voir quel était le... Ouais, qu'est-ce qui vous lie? Et puis je pense qu'en fait, ce qui vous lie aussi, c'est ces choix d'autonomie en fait que vous avez fait, des choix vers vous. Oui, je pense. Oui, c'est des choix vers nous. Oui, c'est ça. Oui. Parce que Arlette, elle m'a tellement questionnée là-dessus qu'en fait, elle est marrante, Arlette. Elle touche les bons endroits là. Et puis je me suis dit, mais en fait, c'est ça. C'est qu'est-ce qui vous liait? C'était un peu. Elle a plus l'habitude aussi probablement de serrer les problèmes et puis de les objectiver. Ouais, voilà. Ouais, les objectiver aussi, oui. Peut-être. Mais notre amitié, elle est très à géométrie variable. C'est intéressant parce que avec Arlette, j'ai pas un contact depuis tellement longtemps. En somme, à travers Françoise. Et puis j'ai fait un travail avec elle. J'ai fait un travail je t'avais raconté, pour les femmes diplômées des universités. Et là, on a créé un groupe de travail, on était 4, et on a fait tout un travail d'investigation et d'enquête sur les femmes avec une éducation supérieure, le travail à temps partiel, parmi les femmes qui ont une éducation supérieure. En quelle année? Je peux te montrer, j'en ai une copie. Pour moi, c'était quelque chose de très important. Mais c'était quoi, les années 70? Oui. Parce que c'était très important, parce que j'étais mère au foyer, j'étais sociologue, j'avais fait une licence en sociologie, j'étais mère en foyer, et je m'ennuyais affreusement, et j'ai fait partie de cette association, et on m'a proposé de faire partie de ce groupe de travail, et je n'avais pas de travail professionnel en dehors. Donc pour moi, c'était très important. Et c'est là que j'ai fait une connaissance approfondie de Micheline Calmy-Ray. Parce qu'on était aussi dans ce groupe de travail. Et à ce moment-là, elle ne travaillait pas vraiment. Elle avait des lévriers. Elle se cherchait, quoi. Elle se cherchait. Et alors, alors c'est au sein de ce travail avec Arlette que
que je l'ai connue et qu'on est devenus un peu amis. Qu'est-ce que tu as dit? Elle se promenait avec des lévriers, elle se cherchait? Mais oui, enfin non, mais il faut pas que ça paraisse. J'adore. Mais non, parce qu'elle était drôle, parce que elle était aussi. Elle n'était pas encore au Parti socialiste ou elle était non, déjà au Parti? Non, elle n'était pas encore. Mais elle avait quel âge? Je sais pas. 30 ans? Oui, à peu près. Oui, elle avait une trentaine d'années, elle avait déjà ses 2 enfants. Et puis, elle aidait son mari à la comptabilité, parce que son mari, il avait d'édition de livres, je sais pas exactement ce qu'ils faisaient, mais enfin, ils ont construit leur couple ensemble, ils étaient courageux du reste. Mais elle avait fait une licence en sciences économiques ou quelque chose comme ça, tout en travaillant, et puis elle venait d'un milieu très syndical, parce que son père était postier et syndicaliste à Chermignon, donc près de Cran. Et puis, mais elle était là, et puis moi, elle avait des lévriers, et puis elle faisait des courses de lévriers, mais elle s'embêtait à mourir, elle n'était pas du tout une femme d'intérieur. Et puis, le fait elle faisait partie de cette association, justement, pour essayer de se stimuler, parce qu'on rencontrait des personnes intéressantes. Et puis c'est là, d'avoir fait ce travail, elle s'est rendue compte qu'on était beaucoup trop conservatrice pour elle. Il fallait qu'elle soit beaucoup plus pugnace, si tu veux. Et c'est là que ça l'a lancée. Elle a quitté l'association, elle nous a quittés, puis elle est entrée au Parti socialiste, puis elle a vu que c'était là qu'elle allait pouvoir percer. Et que c'était son truc, quoi. Vous avez lancé la carrière politique de Micheline Calmeret. Oui. Bon, non, mais il ne faut pas besoin de le lui rappeler tout le temps, quoi. Mais elle le sait, quand je la vois, elle le sait. Mais après, non. Moi, je m'inquiète pour ses lévriers. Non, mais si tu veux, je te montre notre travail. Ouais, vas-y, montre-moi ton travail. Attends, je reviens à un micro pour lire ça. Alors, les femmes de formation universitaire et le travail à temps partiel. Rapport du groupe de travail mai 1980. Tu vois? Du coup, elle a fait sa carrière rapidement. Hein. Oh, oui, après, elle est partie en flèche. Non, elle était faite pour ça. Ouais. Parce qu'elle s'est fait lire au Conseil fédéral en quelle année? Les années 90. Oh non. En 93, elle était en même temps, elle se présentait pour le Conseil d'État en même temps que Philippe. Et puis elle a été battue par Philippe. Puis moi, bonne patte, tu comprends. Je lui ai écrit un petit mot en lui disant écoute, Micheline, voilà, je sais que ton tour viendra. Je l'ai écrit, je me rappelle. Voilà. Mais on est restés, tu vois, on est restés. Quand on se voit, on s'embrasse, etc. Mais moi, je comprends tout d'un coup. Alors, pour ou contre le travail à temps partiel? Le point de vue des employeurs genevois. C'était la suite, ça. Parce en fait, juste pour remettre dans l'époque, dans les années 80, personne ne travaillait à temps partiel. Ou bien... Les femmes travaillaient beaucoup à temps partiel. Ok, dans mon souvenir, personne. Ah non, les femmes. Et alors, justement, j'avais eu une confrontation avec Madame Dreyfus. Une fois, nous rappelons, avec une table ronde. Autre présidente. Oui, mais elle n'était pas encore présidente, mais elle était syndicaliste. Ouais. Et je me rappelle, moi, je représentais là une grande discussion, puis j'étais nulle par rapport à elle, évidemment, parce qu'elle était une grosse débattère. Mais Madame Dreyfus a toujours été très correcte avec moi. Mais alors, elle défendait les femmes ouvrières, et puis moi, les femmes... Alors, justement, elle disait, mais vous, c'est bien sûr, une femme ouvrière, elle ne peut pas travailler à temps partiel, et puis de toute façon, si elle travaille à temps partiel, elle est fichue. Et puis moi, je disais, mais oui, mais d'accord, mais chacun son job. Moi, je pense aux femmes qui ont fait des études supérieures. Est-ce qu'elles peuvent pratiquer à temps partiel après? Parce alors, ce qu'on avait vu, c'est qu'en somme, les études sont très longues, sont très difficiles, mais après, tu peux t'établir à ton compte. Mais regarde ta mère, par exemple, ou bien des médecins, eh ben, il peut ouvrir le cabinet, et puis on peut travailler en travaillant pas 40 heures, 45 heures. Enfin, je veux dire, on peut avoir un cabinet de groupe, et puis limiter ses heures, élever ses enfants en même temps, plus ou moins. Mais on montrait bien que les études sont très longues, et c'est généralement pendant les études
que tu dois aussi faire tes enfants, parce que surtout un médecin, il finit par... Après, c'est trop tard. Et après, c'est trop tard. C'était ça, le gros dilemme, tu vois. Ouais. Enfin, mon expérience, c'est qu'après, c'est... Toi, qu'est-ce que tu as fait comme étude? J'ai fait histoire économique et sociale à l'université à Genève. Et après, j'ai fait le master en histoire et politique internationale à l'IHEID. Puis après, je me suis mis en tête de faire du journalisme. Oui, voilà. Et après, j'ai refait une formation pour être journaliste. Et après, j'ai travaillé comme journaliste. Ils nous faisaient travailler, nous les femmes, le week-end et le soir. Enfin, c'était n'importe quoi. Et non, mais on ne pouvait pas faire des enfants. Non, c'est très dur, ça. Ouais. Mais c'est vrai que faire des enfants pendant les études, ça aurait été le meilleur moment. Mais émotionnellement, moi, j'aurais pas... À moins d'être très bien entourée. Non, mais moi, j'étais émotionnellement complètement... Je sais pas comment dire. J'avais l'impression qu'il fallait que je règle des trucs avec moi-même avant. Ah oui. Tu vois? Bref. Alors, je vais pas lire l'introduction, je vais lire la conclusion en bonne journaliste. Vous étiez intéressé par le problème du travail à temps partiel parmi les femmes universitaires. Pourquoi c'est un problème? Après plusieurs réunions et échanges d'idées, le caractère bénévole de cette expérience. Nous vous rappelons le caractère bénévole de notre action. Explique pourquoi nous avons dû étaler notre recherche. Merci de nous payer la prochaine fois. Alors, tic. Il est splendide. Attitude du mari. Oh, page 22. Considérons l'attitude du mari envers l'activité de sa femme et sa participation éventuelle à des tâches dites féminines telles que le ménage et l'éducation des enfants. Les maris, nous l'avons vu, sont en grande majorité universitaires. 44 d'entre eux, soit plus du quart, ont la même profession que leurs femmes. Intéressant. Il semble dès lors aller de soi que 86% des maris sont intéressés par le travail de leurs femmes. En ce qui concerne le partage des tâches ménagères, 34,1% des maris y participent régulièrement. J'aimerais savoir ce qu'ils font. 46,3% quand ils en ont le temps et 19,5% pas du tout. Il faut toutefois remarquer que la manière dont était posée la question pouvait prêter à la confusion. Votre conjoint participe-t-il aux tâches ménagères? 1. Pas du tout. 2. Il participe quand son travail lui en laisse le temps, par exemple durant le week-end et les vacances. Vous êtes tellement chou. 3. Les tâches sont régulièrement partagées entre les deux conjoints en fonction du temps disponible. Il manque le 4. Quoi, tu l'entends, le manque maintenant avec 42 ans plus tard, tu l'entends? Maintenant, les hommes sont beaucoup plus mis à contribution. Mais t'entends qu'il manque la question. Est-ce que vous partagez complètement? Merci. Oui. L'hypothèse d'un renversement du schéma traditionnel ne se vérifie donc pas. Oui, non, c'est ça. Alors, c'est ce que me disait Madame Dreyfus. Elle me disait, mais là, c'est encore des maris universitaires. Dans les milieux ouvriers, l'homme ne lève pas le petit doigt. L'homme n'en fout pas une seconde. Puis il y avait aussi Madame Nanchen à ce moment-là, dans cette table ronde. Elle disait, oui, puis si on libère les hommes, parce qu'en leur disant, vous pouvez travailler moins, ils iront au bistrot. Ils vont pas. Elle était valaisanne. Ils iront au bistrot, ils vont pas aider dans le ménage. Mais maintenant, ça a beaucoup changé. Pour ceux qui connaissent pas le Valais, et celles qui connaissent pas le Valais, c'est quand même une zone de montagne charmante où les gens boivent énormément et car ils font du très bon vin. Ou alors parce que c'est dans la culture. Conclusion, page 33. Nous avons émis au départ une première hypothèse, à savoir que la femme universitaire qui fait l'objet de notre enquête ne travaillera que si la somme des satisfactions qu'elle retire de son activité est supérieure à la somme des inconvénients, avec comme corollaire les femmes universitaires plus satisfaites travaillent plus et en plus grand nombre que les femmes d'autres formations. Okay. Or, en examinant les statistiques fournies par le recensement fédéral de 1970, nous avons remarqué que cette hypothèse ne se vérifie pas entièrement. En effet, les femmes de formation universitaire travaillent effectivement plus que les femmes d'autres formations, mais l'écart entre elles n'est que de 8%. Donc ça change rien. C'est pas grand-chose, non. Mais moi, je trouvais intéressant. Et puis moi, mon gros travail, ça a été de mettre en forme. Et puis comme j'étais secrétaire, c'est moi qui ai tout tapé et mis en forme, ça. La mise en page est spectaculaire. C'est moi qui ai tout fait. Puis c'était encore... Je suis très sensible à la mise en page. C'était pas du tout comme maintenant. Je ne sais même pas si j'avais un ordinateur. Je me souviens plus. Je suis pas sûre. Mais alors, en fait, moi, je suis choquée par cette statistique de 8%. Donc, en conclure
que la femme ne veut pas sacrifier l'éducation de ses enfants et la tenue de son ménage à son activité professionnelle, point d'interrogation, que sa hiérarchie des valeurs est différente de celle des hommes et que la carrière à tout prix ne l'intéresse pas, point d'interrogation, ou que la femme ne peut pas abandonner ses responsabilités familiales parce qu'elles ne sont pas partagées par le mari et que, dans certains cas, où le mari est peu coopératif et où l'aide manque, elle est obligée de rester au foyer ou de travailler à temps partiel, point d'interrogation. Tu te souviens des réponses ? Non. Eh ben, les réponses à notre questionnaire ne nous ont pas permis de trancher à cet égard. Il est d'ailleurs probable que la prise de conscience quant à une volonté ou à une obligation de travailler moins n'a pas toujours lieu. Le temps partiel permet aux femmes de concilier harmonieusement engagement professionnel et vie privée. Cette solution, déjà adoptée par environ 1/3 et souhaitée par la majorité des interrogés, nécessiterait une remise en question fondamentale du schéma traditionnel de répartition des rôles au sein de la famille dans le monde du travail. Vous étiez les pionnières. Bon, au vu de ce qui précède, il faut admettre qu'il n'existe pas de solution toute faite. Bizarre. Et là, j'adore. Un effort d'imagination tant individuel que collectif est nécessaire pour concevoir des relations nouvelles entre travail et famille permettant à chacun de vivre plus harmonieusement. La femme qui travaille fait l'expérience de l'unité qui existe entre ces deux aspects. Son exemple ne pourrait-il servir de moteur à un changement social ? Point d'interrogation. Splendide. Bravo. C'était pas mal quand même. Ah, c'est hyper intéressant. Attends. Muriel regarde l'exemplaire du travail en se remémorant l'énorme effort d'édition qu'elle a fourni. Tout taper à la machine et faire des graphiques. Le tout sans rature et avec alignement. Moi, je regarde cet exemplaire en me demandant pourquoi elle ne s'est jamais lancée en politique. Je lui avais déjà posé la question, mais j'avais vraiment envie d'enregistrer sa réponse. Tu t'es jamais dit pourquoi c'est pas moi qui ai été en politique ? Et parce que la place était déjà prise. Par qui ? Par Philippe. Mais regarde, Micheline Calmiret, qui était avec toi déjà dans ce groupe de travail, ouais. Elle s'est lancée. Oui, mais son mari la suivait complètement. Il était complètement dépensé par cette femme. Mais toi, tu t'es jamais dit, d'une certaine manière, j'aurais dû y aller ? Non. Non. D'abord, non, pas au début. Puis après, on m'a dit, mais pourquoi est-ce que vous vous engagez pas dans la politique ? Puis j'ai dit, mais moi, je peux pas. Parce que mes racines sont libérales, ma sensibilité, mon intellect est plutôt socialiste, mon cœur est PDC, parce que comme mon mari, démocrate chrétien, c'était démocrate chrétien, mais moi, c'est pas du tout mon milieu. En fait, j'avais pas du tout envie d'être ni catholique, ni démocrate chrétien. Et puis c'est le parti de la famille. Et puis la partie de la famille, puis je trouvais que c'était un peu nono. Voilà, mais c'était mon cœur, et puis voilà, j'étais là. Et puis, il y avait des personnes valables aussi. Et puis, je ne sais plus. Puis, alors, qu'est-ce que vous voulez que je vienne fasse là au milieu ? Non, je ne peux pas. Je ne suis pas capable de m'engager forcément dans une... C'est ce que me disait, t'es trop intelligente pour ne pas être nuancée. Et puis, il ne faut pas être trop nuancée en politique. Parce que si tu es trop nuancée, c'est ce qui est arrivé aussi à Philippe. Il voyait toujours ce que l'autre avait de bien. Oui, et puis il faut bien choisir sa ligne. Et puis surtout, c'est un monde tellement cruel. Ouais. Trop cruel. Ouais, puis toi, tu t'es épanouie par ailleurs dans tes autres activités, en fait. Par contre, l'association, dans ma vie associative, oui, c'était bien. Non, j'ai rencontré des gens formidables. Vous écoutez Les Femmes qui lisent, un podcast réalisé par moi-même, Laure Gabu, et produit par Reportage et Audio Sensible. Merci à Mélissa Henry pour l'accompagnement, à Justine Chanal pour les illustrations, à Julien Matet pour le mix, à Roland Bouchard pour la musique, à Pascal Natter pour le coaching dramaturgique. Merci à l'équipe de Reportage pour l'aide à la communication et à la diffusion. Merci à toutes les personnes qui m'ont accompagnée durant mes voyages, mes études ou mes projets. Merci pour tout ce que vous m'avez apporté. Merci à vous d'écouter cette histoire. Si elle vous inspire, partagez-la avec celles et ceux qui pourraient en avoir besoin. Vous pouvez également découvrir d'autres récits audio sur reportage.ch. Ce podcast a pu voir le jour grâce au précieux soutien des fondations Jan Michalski, Ernst Gunner, du Jubilé de la Mobilière, de la Fondation Suisse pour la radio et la culture et de Suisse Perform, de Journafond et du Fonds d'aide à la création sonore de la ville de Genève. Un immense merci.